Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, comme promis, nous allons parler du film Le Juge et Assassin de Bertrand Tavernier, film sorti en 1976. Ce film s'inspire de l'histoire vraie du tueur en série Joseph Vacher qui a sévi en France à la fin du 19e siècle. Il s'agit d'un film où Philippe Noiret et Michel Galabru tiennent les rôles principaux. C'est d'ailleurs l'une des rares fois où Michel Galabru tient un rôle sérieux et nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur cet aspect au cours de la vidéo. Dans ce film, les deux personnages qui donnent leur titre au film sont loin d'être manichéens, ce sont des personnages très riches, complexes. Le film s'emploie à montrer toute la richesse et la complexité de ces deux personnages qui vont s'affronter. Alors si le sujet vous plaît, restez avec moi. Arrêtez! Le fils d'assassin ne communiera jamais avec nos enfants. L'assassin, il est arrêté, l'assassin! Il est sous les verrous! Vous êtes un roublard, monsieur le juge. C'est grand malheur. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié de vous. Une innocente ne peut troubler qu'un homme profondément corrompu. Autant aujourd'hui que demain. Le film débute avec la magnifique voix off de Philippe Noiret, alias le juge, tandis que nous découvrons Michel Galabru, alias l'assassin, minuscule au milieu d'un paysage enneigé. Le titre du film, qui met en parallèle les deux personnages, laisse supposer que les deux points de vue seront équitablement exposés au cours de l'histoire. L'assassin, de son nom Joseph Bouvier, est un ancien sergent d'infanterie réformé en raison de ses crises de violence. Tout le début du film se concentre sur ce personnage et son errance à travers des paysages magnifiques. Joseph Bouvier est amoureux de Louise et celle-ci se refuse perpétuellement à lui, ce qui l'amène à lui tirer dessus et à tenter de se suicider. C'est un personnage en proie à la misère sentimentale la plus terrible et juste avant cette tentative d'assassinat et de suicide, il s'écrit de manière pitoyable « Je ne veux pas être seul ». Elle échappe à la mort et lui également. Bouvier est alors interné et les médecins cherchent à l'opérer. Il se débat violemment pour échapper à la table d'opération, ce qui donne lieu à une scène vraiment dure, assez violente. Au cours de la présentation de ce personnage, on s'aperçoit que toutes les institutions semblent avoir échoué avec lui. L'asile, la caserne, l'église, la police et bientôt la justice. À la manière du personnage de Popol dans Le Boucher de Claude Chabrol, tout semble voué à l'échec pour sauver ce personnage de ses pulsions meurtrières. Bouvier est alors libéré de l'asile et l'on suit son errance meurtrière à travers la France. On peut noter que le film, malgré son thème, ne se complaît jamais dans la démonstration de la violence. Il n'y a quasiment pas une seule goutte de sang ou de scène vraiment graphique qui pourrait choquer. Tavernier se concentre surtout sur l'après-crime. La présentation du personnage de Bouvier occupe toute la première partie du film et l'on découvre ensuite le personnage de Rousseau, joué par Philippe Noiret dont nous avions entendu la voix au tout début du film. Ce personnage suit à distance le parcours de Bouvier et entend bien le neutraliser. Une fois Bouvier arrivé dans sa région, il obtient son arrestation sur la base d'un simple signalement. Rousseau est tout à l'opposé de Bouvier dans sa présentation, dans sa manière de s'exprimer, son costume, mais aussi son environnement. Rousseau est un bourgeois, un homme d'intérieur, tandis que Bouvier est un vagabond, un homme d'extérieur. Le film alterne les séquences entre Bouvier et Rousseau jusqu'à leur rencontre. Rousseau souhaitant obtenir une décoration, il entend bien prouver que Bouvier n'est pas fou afin de pouvoir le faire condamner à mort. Et lorsque les deux hommes se rencontrent, Rousseau va tout mettre en œuvre pour gagner la confiance de Bouvier et obtenir ses aveux. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce très grand film si vous ne l'avez jamais vu. C'est sur le tournage de La Fête commence que Bertrand Tavernier est sollicité pour la réalisation du film Le Juge et Assassin. C'est Pierre Bost, écrivain et scénariste, à qui l'on doit entre autres La Traversée de Paris,
qui en élabore le scénario en collaboration avec Jean Orange. Ils s'inspirent de l'histoire de Joseph Vacher et ils reprennent d'ailleurs un nom très voisin, Joseph Bouvier, c'est-à-dire celui qui garde les vaches ou les bœufs. Bertrand Tavernier participe également à l'élaboration du scénario, c'est lui qui invente toute la première partie de l'histoire où l'on suit l'errance de Joseph Bouvier. L'essentiel du film a d'ailleurs été tourné en Ardèche, où la variété des paysages permet de donner l'illusion que le personnage traverse la France. Tavernier est particulièrement intéressé par la complexité des personnages qui permet d'aborder une multitude de thématiques. Ces deux personnages, à eux deux, représentent toute l'histoire du 19e siècle. Pour Tavernier, le choix de Philippe Noiret est naturel, ils ont déjà travaillé ensemble à 2 reprises, avec L'Horloger de Saint-Paul et l'année précédente avec le film Que la fête commence. Et ils travailleront de nouveau ensemble dans plusieurs autres films. En ce qui concerne Michel Galabru, c'est le choix du cœur de Bertrand Tavernier. Galabru d'ailleurs manifeste son incompréhension face à ce choix, lui qui est habitué à jouer dans des films bien moins prestigieux. Le producteur Raymond Danon, lui, souhaite voir Alain Delon dans le rôle de l'assassin. Et heureusement, Bertrand Tavernier a obtenu gain de cause. J'avoue que je ne vois pas une seule seconde Delon, que j'aime beaucoup du reste, jouer le rôle de l'assassin. Parce que Alain Delon, il est trop beau. Il n'est pas crédible dans un rôle de vagabond tueur en série. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. La relation entre Tavernier et Noiret est quasiment parfaite. Noiret adore travailler avec ce réalisateur qui lui laisse une grande liberté. Comme il le dit si bien, il propose et Tavernier dispose. Le tournage se déroule de manière très fluide grâce à un travail préparatoire très minutieux. Les acteurs ont la possibilité de discuter, de poser des questions, de lever des doutes en amont au sujet de leur personnage, de manière à ce qu'au moment de tourner les scènes, il n'ait plus qu'à jouer sans fausses notes. Ainsi, Tavernier n'a pas besoin de faire beaucoup de prises, il en fait 2 ou 3 par scène, et cela lui permet aussi de faire des scènes relativement longues. On pense au plan séquence de la scène des aveux qui dure à peu près 8 minutes, qui n'aurait pas été possible sans ce travail préparatoire. D'ailleurs, la scène des aveux a été répétée une journée entière et tournée le lendemain. De Beauvais à Lourdes. Et c'est que, même en ligne droite, ça fait une sacrée trotte. Je suis pas passé par là. Je crois que c'est à peu près la route. Moi, je sais lire une carte. J'ai cochonné. Non, ça n'a pas d'importance. Alors, vous êtes donc passé par Benonce? Oui, Benonce. Et après? La route que vous venez de tracer, Bouvier, passe par 6 assassinats. Au sujet de cette fameuse scène des aveux, Tavernier raconte que le cassage de craie de Galabru n'était pas prévu. Mais il a décidé de ne pas interrompre ses acteurs et de garder cet élément au montage, car il estime que certaines petites erreurs peuvent apporter quelque chose au film. C'est vrai qu'en l'occurrence, le fait qu'il casse la craie illustre la nervosité du personnage, donc c'est très bien de l'avoir gardé au montage. En ce qui concerne la fin du film, c'est la partie que Tavernier aime le moins, même s'il l'assume. On lui a reproché cette fin qui est beaucoup trop démonstrative et il admet que s'il avait eu la possibilité de la refaire, il la ferait autrement. En revanche, il assume complètement le panneau qui clôture le film, qu'on lui a également reproché. Tavernier revendique aussi le contenu social et politique de son film, mais il refuse les étiquettes. Il fait avant tout un film qui redonne ses lettres de noblesse à une narration très riche, à la manière des romans du 19e siècle. Concernant la relation Galabru-Noiret, celle-ci est au beau fixe, c'est la première fois que les deux hommes jouent ensemble, et Galabru se dit impressionné par Noiret. Il va d'ailleurs lui demander des conseils pour pouvoir bien jouer, puisque pour lui, c'est un petit peu la première fois qu'il joue vraiment dans un grand film. Il a le trac avant le tournage. Avec le recul, Galabru estime qu'il est finalement plus facile de jouer dans un bon film que dans un mauvais film. Il est bien placé pour le savoir vu le nombre de nanars qu'il a fait. Tout simplement parce que lorsqu'on est dans un bon film, comme il le dit lui-même, on est porté par la mise en scène. Tandis que dans un mauvais film, comme tout est mauvais, on doit redoubler d'efforts en tant qu'acteur pour paraître ne serait-ce que correct. Bertrand Tavernier a conscience que Michel Galabru a le trac et va instaurer un climat de confiance.
Il va tout d'abord lui fournir des lettres de Joseph Vacher lui-même pour l'aider à préparer son rôle. Et Galabru déclare au sujet de Bertrand Tavernier qu'il a une autorité naturelle et bienveillante et qu'il aime les acteurs. Ce climat de confiance permet ainsi à Galabru de sortir vraiment des trésors d'interprétation. Il est vraiment exceptionnel dans ce rôle et je pense vraiment que le film n'aurait pas été aussi bon sans Michel Galabru et son interprétation brillante. D'ailleurs, Michel Galabru, dans son infinie humilité, se dira déçu de sa prestation lors de son premier visionnage, ce qui est assez étonnant parce que vraiment, je pense que vous en serez d'accord, c'est la star du film. En tout cas, ce tournage d'un grand professionnalisme où tout est bien minutieusement préparé et réfléchi à l'avance donne évidemment lieu à un grand film dont nous allons maintenant proposer une petite analyse. Tout d'abord, c'est un film qui accorde une grande importance à l'arrière-plan historique. Sont évoqués la colonisation, l'affaire Dreyfus, le progrès technique avec l'électricité, l'avènement de la classe bourgeoise qui supplante la classe aristocratique, etc. Le 19e siècle est une époque de grands bouleversements politiques et sociaux, et on peut aussi citer évidemment des bouleversements qui s'appliquent aux méthodes de l'application de la justice et de la médecine psychiatrique qui ont évidemment leur importance dans cette histoire. Pour redonner vie au 19e siècle, les costumes et les décors sont extrêmement soignés. C'est Philippe Sard qui compose la musique du film, qui est très belle. Et d'ailleurs, je trouve que le morceau d'ouverture rappelle un peu une musique de Bernard Herrmann, le grand collaborateur d'Hitchcock, qui ainsi nous plonge directement dans cette ambiance de film de tueur en série. On note aussi les magnifiques chansons de Jean-Roger Cossimon qui ancrent le film dans l'ambiance du 19e siècle. Tavernier soigne également les lumières, on a des jeux de clair-obscur qui font penser à des tableaux baroques, et on pense aussi à la mise en scène de la scène, avec un C, dans l'asile, que l'on voit d'ailleurs aussi en arrière-plan. On a des plans vraiment très richement composés et réfléchis, absolument magnifiques. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce film, ce sont les deux personnages principaux qui s'affrontent. Le rapport de force semble d'ailleurs un petit peu varier entre eux. À un certain stade du film, on ne sait plus trop qui manipule qui. Oh putain, il s'est éteint. Et cette ambiguïté, cette variation du rapport de force retiennent évidemment l'attention du spectateur. Philippe Noiret, lui, se montre relativement indulgent vis-à-vis de son personnage. Il estime que le juge Rousseau agit de bonne foi, qu'il pense faire une action bénéfique en faisant condamner Bouvier à mort. En même temps, c'est vrai que pour jouer un personnage, même une ordure, je pense qu'il faut avoir, sinon de la sympathie, en tout cas un minimum d'empathie vis-à-vis du personnage qu'on interprète. En ce qui me concerne, je trouve qu'il est difficile de s'identifier à ce personnage du juge qui agit dans son propre intérêt, qui manipule un fou comme une marionnette et qui peut aussi faire preuve d'une violence terrible. On peut évidemment mentionner la scène du viol de Rose, qui certes intervient après son agression par Bouvier, ce qui laisse entendre que la violence finalement se contamine, mais c'est aussi une manière de montrer que même les personnages les plus policés ont une grande violence contenue en eux qui peut exploser à tout moment. Le film semble en effet montrer deux formes de violence, la violence brutale, incontrôlable de Bouvier qui explose et dont lui-même a conscience, ce qui le tourmente, une violence condamnable et condamnée, puis la violence opérée par les bourgeois qui se manifeste de plusieurs façons différentes et qui est acceptée par la société. Dans l'exemple du viol de Rose, il suffira au juge de l'épouser pour réparer ce crime, tandis que Bouvier, lui, devra payer de sa propre vie les crimes qu'il a commis. Alors certes, les crimes opérés par Bouvier sont nettement plus effroyables, mais il n'empêche que les bourgeois font aussi preuve d'une violence assez importante. En ce qui concerne la violence des bourgeois, on peut évidemment noter la manipulation qu'opère Rousseau sur Bouvier. Il va le mener à la mort. Et puis je pense aussi au personnage secondaire de la mère qui a une façon toute particulière d'énoncer les crimes commis par Bouvier. Début septembre 95 à Busset, une ouvrière de 18 ans va se plaie au sternum éventrée à coups de serpe.
À Saint-Marcel du Bon-Accueil. Oh, c'est tout près d'ici. Ce détachement par rapport à l'horreur des crimes qu'elle énonce a quelque chose d'indécent, voire de choquant. La seule chose qui la heurte dans tous ces crimes qu'elle énonce, c'est qu'il y ait eu un crime commis près de Lourdes. Donc c'est un personnage tout à fait hypocrite et violent à sa manière. C'est aussi important d'évoquer le personnage du procureur de Villedieu, joué par Jean-Claude Brialy. Si Rousseau manipule Bouvier, Rousseau est lui-même manipulé par De Villedieu, qui est un personnage cynique, intelligent et manipulateur et qui passe son temps à distiller des opinions contradictoires. Il semble avoir un passé assez sombre et d'ailleurs on note qu'il a un homme asiatique à son service, on peut peut-être penser à un esclave, ce qui là encore manifeste une forme de violence qui est complètement acceptée par la société. Les bourgeois et les aristocrates trouvent des moyens légaux de purger leur passion violente. De ce point de vue-là, on peut aussi supposer que cette volonté acharnée de vouloir faire condamner à mort Bouvier est certes motivée par sa volonté d'être décoré, mais aussi peut-être dans une perspective de se purger d'une passion violente, puisqu'il va quand même faire condamner un homme à mort. Même si encore une fois cet homme est très dangereux et commet des crimes atroces. Si on pousse le bouchon encore un peu plus loin, on peut même s'imaginer que dans d'autres circonstances, le juge aurait pu être l'assassin et l'assassin le juge. De ce point de vue, on peut considérer Le Juge et l'Assassin comme un film naturaliste, c'est-à-dire qu'il propose une histoire où les personnages sont complètement conditionnés par leur environnement. D'une part, Bouvier est né au mauvais endroit, tandis que Rousseau est né au bon endroit. D'autre part, comme on l'a vu précédemment, Bouvier est toujours à l'extérieur dans des paysages quasiment désertiques où sa violence peut vraiment exploser, tandis que Rousseau est toujours un peu confiné dans des décors très chargés qui peut-être ont pour effet de contenir sa violence. Bon, là-dessus, peut-être que vous trouverez que j'exagère, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, on peut aussi noter la violence des médecins. La scène de la table d'opération va dans ce sens. Et puis c'est eux qui décident de libérer Bouvier, le laissant livré à ses pulsions de mort. Ce qui est intéressant avec Bouvier, c'est qu'il a beau être fou, enfin en tout cas, bon, là encore, peut y avoir un débat, peut-être que vous pensez qu'il n'est pas fou, ou je ne sais pas. Même s'il est fou, en tout cas, il a une part de lucidité et il estime que la responsabilité des meurtres qu'il commet incombe aussi aux médecins. On peut en effet supposer que si les médecins l'avaient retenu, l'avaient interné une bonne fois pour toutes, ils auraient évidemment évité toute une série de meurtres et même la mort de Bouvier. En tous les cas, on a deux personnages qui sont extrêmement riches et complexes et qu'il est vraiment passionnant d'analyser et qui, en plus, permettent de ne pas avoir une seule lecture et une lecture définitive de ce film. Il y aurait bien d'autres points à évoquer, on peut vraiment passer 10 plombes à analyser ce film tant il est riche, mais je laisse le débat ouvert en commentaire. En tout cas, cette multiplicité de lectures possibles indique qu'on est en présence d'un grand film et c'est aussi, et j'insiste sur ce point, un film qui a permis de vraiment révéler le talent de Michel Galabru qui enfin va être reconnu par les Césars. Enfin, quand je dis que ça révèle son talent dans le registre dramatique, parce que je pense que son talent comique était déjà reconnu, heureusement. Et même si Michel Galabru lui-même minore complètement son talent, nous sommes là pour nous rappeler qu'il s'agit d'un très grand acteur dans les films les plus mauvais comme dans les meilleurs films. Voilà, on est toujours content de voir Michel Galabru. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt et bonjour chez vous.